je ne parlerai pas de biolinguistique comme on le fait ou de darwinisme linguistique comme on le fait aujourd'hui. Je resterai dans la même période, le début des choses. Et sans doute s'étonnerait-on de voir la linguistique des années 1860-70 saisie ou interceptée par le darwinisme. N'ayons garde toutefois d'en blâmer l'incongruité. Le parallèle des langues et des espèces, jugé à l'époque remarquable et réel, souligne surtout la conversion du siècle au paradigme historique. Nous en avons déjà abondamment parlé. Je rejoins mes collègues. Le développement, écrivait Robert Chambers dans les années 40, est la seule loi du monde organique et toutes les manifestations de l'esprit s'y soumettent. Et la marche des langues n'y fait pas exception. La linguistique a souvent été perçue au XIXe siècle comme une authentique science de la nature, classificatoire, nomologique, typologique, en référence aux études sur l'organisme des langues, leur développement orienté depuis le monosyllabisme, l'état des mots racines, jusqu'à la flexion, l'état des langues indo-européennes et sémitiques, et enfin leur dérivation généalogique. Le langage, écrivait Jacob Grimm dans un texte traduit en 1859, progresse avec l'histoire humaine. Son génie peut se comparer à une force naturelle, innée et féconde, dont, disait-il, l'agitation vivante n'offre à l'observateur qu'un devenir continuel qui n'aboutit jamais à un état définitif. C'est presque du renom. Depuis les temps pionniers de la découverte de la parenté d'origine entre le sanskrit et l'ensemble des langues d'Europe, qu'on appellera aryennes ou indo-européennes, les grammairiens avaient en effet compris que l'état actuel d'un idiome résulte des états antérieurs. Et pour prolonger un propos d'Auguste Brachet, qui est daté de 1867, que la parole étant une fonction de l'espèce humaine, devait, comme tous les autres phénomènes naturels, suivre dans ses transformations des règles nécessaires. En centrant ses analyses sur la texture même du langage, la linguistique a pu s'individualiser et éprouver, remarquait Grimm, un bouleversement radical, pareil à celui qui métamorphosa la vieille botanique des apothicaires en anatomie comparée des végétaux. Et de fait, depuis les années d'avant 1810 même, depuis les travaux fondateurs de Friedrich Schlegel, le vocabulaire vitaliste de l'embryologie devient commun dans la littérature spécialisée. Et l'équation des racines aux germes vivants n'est plus à démontrer. Réciproquement, le darwinisme peut être pris à la lettre. Parmi les premiers alliés, le plus célèbre, le philologue de Iéna, August Schleicher, va remarquer en 1863 qu'en rupture avec un dualisme dépassé, la doctrine de Darwin est la fille légitime de la pensée contemporaine. Et on veut le croire, elle est essentiellement, dit-il, un essai d'histoire du développement. La formule prête à équivoque, vous vous en doutez, elle masque certainement l'originalité du propos darwinien, mais en contrepartie, elle fournit à une théorie qui la précède d'au moins 2 générations, à savoir la théorie de la constitution organique des langues, l'apport de concepts vite valorisés. L'hypothèse du développement est désormais acquise, et il convenait pourtant d'expliquer l'accentuation des différences entre langues congénères, les langues de même souche. De leur écart résultaient logiquement tant les lignes de démarcation existantes entre ces langues de famille apparentées que leur distribution arborescente. Les racines, le tronc, les branches, tout cela est bien connu en linguistique. Et bien avant les diagrammes de Darwin, de l'origine des espèces ou de Ernst Haeckel, qui vont illustrer le principe phylétique, eh bien, les linguistes sont familiarisés, depuis le début du siècle en fait, avec l'image des ramifications de l'arbre généalogique des langues mortes et vivantes. Les langues mères et filles, autre métaphore, s'offrent à la reconstruction à partir d'une protoforme qui ressemblera à du chinois, réputée d'abord monosyllabique, avec des mots racines, puis agglutinante, je passe les détails techniques, puis enfin flexionnelle, ce sont les grandes langues sémitiques et indo-européennes. On peut en tracer l'ascendance, ou le degré de parenté, et de là, comme remonter le temps, jusqu'aux strates originelles, proprement paléontologiques de nos idiomes.
Et on parlera de paléontologie linguistique dans ce cadre. Si les lois des changements phonétiques déterminent les variations, puis leurs divergences, on comprend que l'extension d'un dialecte aux dépens des autres oblitère les formes intermédiaires, ce qui va favoriser les formes extrêmes, les mieux différenciées, et va les porter en avant. Il n'y manquait plus qu'un mécanisme, l'opérateur de triage, que Friedrich Max Müller va qualifier en 1861 d'un mot souvent repris en France, l'élimination naturelle. Aussi bien, loin d'être un héritage intangible, la vie du langage ressemble à une végétation qui croît, prospère, dépérit selon les circonstances et bien sûr entre en concurrence avec ses congénères. Pour un peu, il y aurait du sang de langue. En 1876, le professeur de grammaire comparée du Collège de France, Michel Bréal, explique à titre d'exemple que des nombreuses racines qui ont avec le temps formé les mots nouveaux de notre famille de langues, les plus abstraites ou les plus claires, celles qui sont aptes à se différencier de manière agissante, ont pu, selon son mot, dévorer les anciens appellatifs. De là cette évidence que nous livre Bréal dans un texte sur les racines de 1976, donc, la lutte pour l'existence, qui est une loi constante en linguistique comme en histoire naturelle, a dû en faire disparaître une partie. Au-delà de l'interprétation agonistique possible des phénomènes langagiers, depuis en fait la morphologie, la structure des langues, jusqu'à la matière sonore des mots, les lois organiques en jeu dans leur transformation successive reportent l'attention, dit Bréal, sur ces forces cachées qui déterminent la forme et décident de la destinée des idiomes. La dynamique des langues ne doit rien au hasard, ni au choix raisonné des locuteurs. La division de la langue mère en tant d'idiomes et de dialectes, dit-il, n'est pas l'œuvre d'un morcellement aveugle, mais le produit d'une lente et régulière évolution. Comme on le voit, ce qui a fait tension et en même temps rapprochement entre linguistique et darwinisme, c'est l'hypothèse féconde de la descendance avec modification. Elle a créé un climat intellectuel de connivence et d'émulation. Et on sait que Darwin s'en est inspiré aussi. La réception du darwinisme en linguistique fut largement médiatisée par la conception organique des langues que partageaient nombre de spécialistes. La sélection naturelle et la doctrine transformiste venaient appuyer ce dispositif. Un seul exemple, en 1872, un exposé populaire du darwinisme sous la plume d'Émile Ferrière va trahir un sentiment répandu en affirmant, je le cite, qu'à nulle science, pas même à l'histoire naturelle, la théorie de l'évolution ne s'adapte avec autant de justesse qu'à l'histoire des langues. Ferrière va consacrer un tiers du livre à ce problème d'analogie. La rencontre entre linguistique et darwinisme fut donc moins opportuniste qu'objective. Elle mérite aussi d'être nuancée car ce chassé-croisé des influences démontrerait aisément que les interactions opèrent en tous sens. Les darwiniens biologistes lisent aussi les linguistes. On ne saurait parler, comme on le fait souvent, à propos de Schleicher notamment, d'un registre d'application univoque, qui profiterait d'abord à une linguistique en quête de modèles. Et même bien au contraire, parce que la linguistique à cette époque est une science puissante. C'est elle qui vient confirmer le darwinisme avec sa fragilité, en lui conférant un étayage empirique précieux. Personne n'a jamais vérifié la transformation des espèces. Elle reste hypothétique. Charles Lyell va en faire l'aveu en 1963. Mais la transformation des langues s'observe, elle, à l'échelle des siècles. On a le bon éclairage qu'il faut. C'est un avantage incontesté, toujours rappelé quand il faut prouver la réalité du transformisme. Le parallèle des langues et des espèces devient classique. Les familiers de cette littérature savent bien l'importance de ces chapitres. Depuis Charles Lyell, 1863, dans The Antiquity of Man, Ludwig Büchner, vulgarisateur du darwinisme, Ernst Haeckel, bien sûr, qui en parle, Edgar Quinet, dont on parlait à l'instant, jusqu'à, bien sûr, Arsène Darmesteter, le darwinisme des lettres va faire sens par ses répétitions. C'est très répétitif. Le rapprochement entre ces deux ordres de faits, les langues et les espèces, enchérit l'anatomiste Mathias Duval, est désormais admis par tous les hommes de science. La force d'imprégnation du référent organique et du transformisme n'est pourtant pas si consensuelle. À Paris, le darwinisme idéologisé a séduit 2 générations de libres penseurs qui n'y verront souvent, ou en tous les cas un darwinisme instrumental, pour ne pas mettre un mot
trop fort, qui n'y verront souvent qu'un tremplin d'expression matérialiste. C'est ce qu'on a appelé en historiographie la linguistique naturaliste, très bien étudiée par Pete Desmet, Carita Clippy. C'est une linguistique d'orientation schleicherienne, à tout prendre. Elle s'ouvre délibérément aux plus litigieuses questions de polygénèse linguistique et d'origine absolue du langage, à partir peut-être du Pithecanthropus elalus de Ernst Haeckel. Elle se développe essentiellement autour d'un personnage clé, Abel Ovlak, dont je parlerai peu, André Lefebvre, Julien Vinson. Ce sont des gens qui gravitent autour de l'école d'anthropologie de Paris. Je les prends pour simple repère. Ce sont des gens qui, de fait, vont évoluer en dehors des structures académiques de la linguistique. Ils ne sont pas à l'école des Chartes comme Meyer, ils ne sont pas au Collège de France comme Bréal, ils ne sont pas à la Sorbonne comme Gaston Paris. Cette linguistique naturaliste fera cause commune avec l'anthropologie dont elle partage, je schématise, la philosophie réductrice et hiérarchisante. L'inégalité des langues reflète le perfectionnement graduel des organes cérébraux. Toutes les races n'ayant pas le même potentiel, les idiomes les plus avancés en évolution vont l'emporter. Si les langues coïncident littéralement avec les races, la sélection naturelle n'est pas même métaphorique. Le langage se conduit réellement comme un organisme. C'est du Ovlak. Il subit des métamorphoses, elles sont tantôt progressives et dans la lignée Schleicher, elles sont d'abord régressives. Elles peuvent entrer en décadence, par simplification, moindre effort, hypertrophie, sénilité. Mettez tous les mots que vous voulez. Le langage vit, il meurt. Exemple, isola préhistorique dans une Europe moderne, langue à flexion. La langue basque, qui est agglutinante, doit périr, comme périront tous les dialectes agglutinatifs des Indiens d'Amérique, sans atteindre, dit Ovlak, la couche supérieure. Par conséquent, continue-t-il, en ce qui touche la compétition vitale, le terrain linguistique est un champ où elle s'exerce d'une façon frappante. 1872. Au final, la sélection naturelle vient sanctionner l'anachronisme de certaines langues, leur infériorité. Malgré l'audience de la linguistique naturaliste, très bien étudiée, la critique se montre immédiate et pugnace dans le courant historico-comparatif qui est bien représenté dans une nouvelle société, la Société linguistique de Paris. C'est la traduction des écrits darwiniens de Schleicher, ce sont deux petits opuscules, qui a été faite en 68, il y en a un de 63, l'autre de 64, qui va soulever un vent de fronde. Dénonçant ces abus de métaphores commodes, le romaniste de la Sorbonne, Gaston Paris, fait peser l'hypothèque sur ce qu'on appelle, en historiographie parfois, la systématisation schleicherienne. Gaston Paris est déjà remplaçant dans la chaire de son père au Collège de France, la chaire de littérature du Moyen-Âge, chaire qu'il occupera à partir de 72. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la critique de Gaston Paris, elle se fait à l'occasion d'un compte-rendu. Elle est brève mais très incisive. Dans le fond, c'est la notion d'organisme linguistique qui est éreintée à travers ce compte-rendu. Schleicher, pour lui, a confondu systématiquement les individus et les espèces. Les individus peuvent mourir parce qu'ils naissent, mais les espèces ne sont pas préformées dans un germe fécond. Donc on ne peut pas dire que le langage est une vie autonome, qu'il naît, croît, vieillit avant de s'effacer, parce que, pour Gaston Paris, on est en 68, le développement du langage n'a pas sa cause en lui-même. C'est important. Je passe sur Paris, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que pour lui, il condamne aussi le greffon darwinien à ne jamais faire souche. Parce qu'il n'y a pas de langue forte ni de langue faible, il y a simplement des peuples qui rencontrent, par leur qualité, des succès ou des échecs, c'est-à-dire des circonstances purement historiques. Tout cela n'a rien à voir avec la biologie. En tous les cas, il renvoie déjà, Gaston Paris, dans ce compte-rendu, par deux fois aux publications de Michel Bréal. Bréal est le professeur de grammaire comparée du Collège de France depuis 1864, je crois. Il a 32 ans quand il rentre dans la chaire. D'abord, il enseigne la grammaire comparée, puis il en deviendra le titulaire. Bréal est mort il a 32 ans à ce moment-là. Il est mort en 1915. On saurait en douter, pour la suite des événements et la fin du siècle, Bréal va personnifier le front du refus. Adversaire de la mise en scène vitaliste,
expédiant d'un trait vengeur la fantasmagorie de l'organisme, ce sont ces mots, hein. L'organisme, mot creux, mot trompeur, dira-t-il tardivement, il opposerait volontiers le volontarisme de l'utilité à l'inexorable logique du phonétisme ambiant. Mais comme j'en ai fait citation tout à l'heure, celui que Gaston Paris qualifie d'habile traducteur de Bopp, ce qu'il est effectivement, a pu souscrire lui aussi, dans plusieurs de ses écrits, au postulat du développement et à ses stades obligés, monosyllabisme, etc. La sémantique, qui est un mot que Bréal va créer en 1883, vient pourtant cristalliser sa pensée constante, sans autre contradiction et ni apostasie. La pensée est tout à fait réelle, elle est constante. Il va inscrire la sémantique dans l'histoire des cultures. Et c'est en recentrant sur le monde des hommes, comme Gaston Paris le laissait entendre, l'appréciation des lois intellectuelles d'évolution du langage qu'il se révèle, à mon idée, décidément plus dialecticien que les contemporains et sans doute meilleur darwinien qu'eux. Schleicher est en ligne de mire et avec lui le plaquage mécanique des catégories biologiques en vogue. Bréal n'attaque pas directement Ovlag, qui est son contemporain. Schleicher a l'avantage d'être mort en 1868. Le programme naturaliste de Bréal, qui est inspiré de ses prédécesseurs, comme ils l'ont tous fait, qui est inspiré aussi de Franz Bopp, dont il a été le traducteur, mais d'abord l'élève à l'université de Berlin, reste tout à fait explicite pourtant. Le principe essentiel de la linguistique, dit-il, c'est qu'en rapprochant des idiomes de la même souche, de la même origine, on peut reconstituer leur histoire. Les langues affines, ou les langues congénères, s'éclairent mutuellement l'une l'autre. Tel mot ici inexplicable parce qu'il est usé, contracté, raboté, peut ailleurs se retrouver dans une version moins altérée. Telle forme grammaticale atrophiée a conservé son entier développement dans une autre langue sœur, etc. etc. Voilà le modèle général. L'épigénèse a ses vertus. Elle a permis d'établir, ce fut une révélation incroyable, la parenté insoupçonnable vers 1800 encore, mais ça avait commencé déjà, des langues dites indo-européennes, du sanskrit, du perse, des langues slaves, bientôt celtes. D'abord féconde, cette hypothèse invite à repenser leur filiation et accorder leur pluralité, telle qu'elle s'offre, à l'unité d'une souche commune, en dépit des renouvellements qu'opèrent sur le sens, mais aussi sur la forme, des siècles de paroles. Faut-il pour cela, questionne Bréal, s'en remettre à l'abstraction des fameuses racines? Supposer, comme le fait Schleicher, supposer que de lointaines étymologies, je recoupe un petit peu ça, des étymologies qui seraient toujours transparentes à elles-mêmes d'origine, gardent éternellement leur valeur. Eh bien, ce serait, réplique Bréal en 79, une étrange violence que de vouloir nous ramener, de par l'étymologie, à il y a 10, 20, 30 siècles. Ce serait violent et d'abord inutile, parce que la langue est mobile. Son flux charrie les impérities du temps. C'est l'histoire des hommes qu'elle porte. Autant perdre de vue donc que le passé ne préjuge pas l'avenir et que l'aspect d'une langue se transforme indéfiniment avec ses locuteurs. Et c'est pourtant, dit-il, sous ces conditions implicites-là, que les partisans de la fameuse paléontologie linguistique, dont Adolphe Pictet a fait un ouvrage en 2 volumes, énorme succès, sur les origines indo-européennes, sous-titré Paléontologie linguistique en 1859 et 63. Ils ont entrepris, comme Schleicher l'a fait, de reconstruire l'univers mental et matériel d'un peuple originel indo-européen, qu'on appellera ariaque si vous voulez, ou arien, pour produire le grand récit de ces irradiations depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. L'esprit de conjecture donc aime à se transporter au commencement des choses, dira Bréal. Il s'en fait l'interprète, il enjambe le temps corrupteur et il prétend accéder par la seule analyse au berceau d'un type pur ancestral. Et c'est vrai qu'il y avait dans la paléontologie linguistique des choses séduisantes. Les mots durent autant que les os, affirmait Adolphe Pictet. Un peuple totalement méconnu, bien sûr, inconnu à toute tradition, s'anime à nouveau sous le regard philologique. Et puis, par ricochet, il semblera s'emparer du futur, puisqu'il va le configurer. Alors, cette hypothèse d'une langue mère indo-européenne était restituée par hypothèse, mais elle s'est sédimentée, si bien que, pour un peu, elle deviendrait le guide des études indo-européennes.
Ainsi, Schleicher, dit Bréal, la place toujours, alors qu'elle est totalement hypothétique, en tête de ses recherches grammaticales, comme si elle venait justifier la suite. Et pour Bréal, cette démarche récurrente est non seulement anachronique, mais elle tourne à l'arbitraire. On sent les dangers du système, toutes ces illusions rétrospectives. En définitive, l'idée de pureté de langue, et même l'évocation des origines, les germes, les racines, dont on fait tant de cas, participent d'un imaginaire créationniste. Ne croirait-on pas, à lire nos linguistes modernes, dit-il, se représenter l'aria primordiale sous les traits d'un nouvel Adam, donnant des noms aux êtres et figeant leurs acceptions. Le darwinien Schleicher et ses nombreux imitateurs s'engagent alors dans une entreprise contre-productive. Ils réifient, ils chosifient des entités qui sont labiles dans le temps, en oubliant, dit Bréal, que tout, dans le langage, procède de l'homme et s'adresse à lui. Voilà la révolution de Bréal. De même que Charles Darwin, Bréal ne traite, c'est connu je crois, ni des origines absolues, ni des espèces, ni de l'existence des pseudo-espèces linguistiques. La grammaire comparée ne fournit pas d'arrêt. Elle suggère au contraire la contingence de l'histoire et la nature bricoleuse de l'opiniâtreté humaine. Il a une autre image. Le langage, c'est une mer où il y a des remous dans tous les sens. Affaire de circonstances et d'adaptation. Ce serait donc beaucoup dire, ou ne rien dire, que d'attribuer à notre système de signes une vie propre, comme le font les organicistes, un développement qui serait indépendant de nous. Quand on lit les grands ouvrages de M. Bopp ou Schleicher, il semble par moments, dit-il, qu'on ait devant soi la description d'un quatrième règne de la nature. Et Bréal sait très bien que le règne linguistique fut authentifié comme règne linéen séparé du règne animal, végétal, etc. À cet égard, la figure vulgarisée de l'arbre généalogique est tout à fait fautive. Elle donne une clarté trompeuse à l'engendrement des formes et à l'intelligence d'un processus, c'est plus grave pour lui, qui est toujours complexe. Il est hétérochrone, ça marche dans tous les sens, c'est enchevêtré. On peut y soupçonner plus encore, avec cet arbre, ses belles racines et tout ça, on peut y voir quelques concessions au monophylétisme de souche et à l'ontologie de l'espèce qui naît, se déploie, se rétracte, décline quand s'annoncent ses rejetons. Tout semble écrit par avance. Aucune place n'est faite au hasard, au recyclage, à la créativité humaine. Le code des grammairiens paraît si rigide, dira-t-il ailleurs, qu'à parcourir leurs travaux, on croirait parfois assister à une série de cristallisations de la parole. Comme diraient les marxistes dans le temps, le mort saisit le vif. Et pour un peu, la souche présenterait une vigueur de sève qu'envieraient les bourgeons terminaux. Ils ont moins de peps. Telle est l'image de l'arbre qu'elle inverse les priorités. Avec ses finalités prescrites et cette fixité sémantique qui déjà, je sais pas, on va dire chez Pictet par exemple, témoigne pour une âme de la grande race aryenne. Vous voyez les dégâts? Eh bien, elle gomme l'évolution qu'elle voudrait montrer. Or, dit Bréal radicalement, peu importe pour l'usage actuel que nous faisons des mots, leur point de départ, ce qui compte, c'est leur point d'arrivée. Le modèle de l'arbre est erroné et il doit être écarté, il ne s'en sert pas. Cependant, il y a un autre modèle qui peut se présenter. Il n'a pas lu ces travaux-là, mais dans les premiers carnets sur la transmutation, le carnet B notamment de 1837, où il y a déjà des figures de diagrammes comme Darwin en produira en 1959, Darwin avait dirigé ses efforts vers une autre image valorisable. Les historiens de la linguistique du darwinisme la connaissent bien. L'arbre de la vie, disait Darwin, serait mieux nommé le corail de la vie. La base des branches est morte, mais de sorte qu'on ne voit plus les passages. Cette réflexion amène Darwin à esquisser ses premiers diagrammes, qui ont été publiés, je crois, en 1974 par Howard Gruber pour le premier. Gruber disait, puisque l'espèce éteinte devient l'espèce qui l'a éteinte, la base des ramifications nombreuses n'est tracée qu'en pointillé. Elle est déjà tracée en pointillé dans les dessins de 1937 de Darwin. Le socle s'est minéralisé, comme le corail, et c'est pourquoi, filant la même métaphore par une voie tout à fait indépendante, Michel Bréal pourra esquiver toutes les questions d'origine absolue ou même de réalisme des langues actuelles. Bien fou qui voudrait séparer les générations de coraux empilées l'une l'autre. Les dépôts s'y superposent. Ainsi, dans l'organisme de la langue française, il garde le mot,
Il faut faire une part au passé, une autre à son développement original. Il y a lieu de distinguer, dit-il, un fond héréditaire qui a vécu d'une vie organique, mais qui est comme pétrifié, mort, et ne subit d'autres modifications que l'usure de l'érosion. Et d'autre part, un fond qui n'est pas moins ancien par ses éléments constitutifs, mais qui est resté vivant, qui est capable de s'accroître et de se propager. En republiant les opuscules darwiniens de Schleicher en 1868, Bréal, qui a favorisé cette traduction, n'a fait aucune concession. Il donne seulement à voir les pièces d'un procès. Pour l'essentiel, Bréal se démarque de la littérature d'inspiration développementaliste en vogue. Là où l'esprit de système traite des racines comme d'un degré zéro de la parole humaine, ou même d'une certaine famille de langues, chacun doit se persuader que bien avant, d'autres créations, d'autres essais ont précédé, aussi indéterminés qu'inaccessibles. On n'en finit pas avec ce vivant linguistique. Le langage n'aura sous ce rapport ni borne assignable, ni commencement. Comme le corail, selon la comparaison de Darwin, il évolue en permanence dans des contextes changeants. Alors même dans ces parties vivantes, les strates temporelles en plus sont tellement remaniées et pourquoi pas mélangées qu'il serait hasardeux d'en dégager une séquence. Il n'existe du reste aucune assurance qui vaille, contrairement à ce que dit Schleicher, relative à la simplicité, à la pureté ou à la perfection présumée des origines. Vous m'interrompez quand il est temps. Les vicissitudes de l'évolution offrent pour Bréal un spectacle tout autre. Le langage, écrit-il en 1976, nous représente une longue suite de tentatives à moitié réussies, à moitié avortées, qui se mêlent et se combattent. Le concept de sélection naturelle s'applique adéquatement au filtre de ces tâtonnements, erreurs, réorientations. Bref, je parlais de bricolage, mais c'est un peu ça. Par là est bien sûr reconduite l'axiomatique très idéale de Schleicher. Nulle science ne naît, mais tout s'y transforme. On peut affirmer en positif qu'il n'y a pas de modèle unique. On va abandonner le monosyllabisme qui n'a jamais été prouvé pour les langues indo-européennes. Que le langage évolue sans saccade ni début, que ces classes taxinomiques se fondent l'une dans l'autre en conformité de vue avec le principe actualiste des géologues, qu'il explique clairement dans 1879. Il va dire que les transitions sont à peine sensibles et d'autre part, les causes que nous voyons agir aujourd'hui ont déjà joué dans les anciens temps. La variation, pour être aléatoire, se soumet néanmoins à des régularités dont, dira-t-il, le réinvestissement, division du travail physiologique chez les biologistes, et puis aussi la spécialisation. La spécialisation va répartir des valeurs différentes à des signes d'abord synonymes. Transformation parfois directionnelle, si je puis dire, dans un sens, convergence dans d'autres cas, usage, défaut d'usage, dessinent des tendances probabilistes qu'on rapprocherait utilement des pages que Darwin a consacrées en 1868 aux causes de variation, dans le texte de la variabilité des animaux et des plantes, à leurs lois, et puis aux effets aussi de ce que Darwin, je crois que c'est dans ce texte qu'il en parle, il évoquait la sélection inconsciente. C'est bien de quoi l'on parle. La parité des considérations est intéressante en ce qu'elle attesterait, au-delà d'un emprunt qui est difficile à prouver. Je n'ai pas trouvé de trace de Bréal citant directement Darwin. Gaston Paris, lui, il vantait l'œuvre de Darwin pour la nature. Mais je crois qu'au-delà de cet emprunt qui resterait à documenter, l'isomorphisme des réflexions, on peut dire que Bréal n'est pas darwinien par occasion, mais par situation. Il pense comme Darwin. Il traite du corps du langage comme d'une archive. Pour lui, comme pour John Herschel, qui est bien célèbre pour des lettres à Charles Lyell, comme pour Darwin, qui a utilisé abondamment les métaphores linguistiques. Je renvoie aux travaux de Alter. Les mots sont comparables à des blocs de roche que l'érosion ou les rivières vont raboter jusqu'au galet. On fait ce qu'on peut avec ça. Mais tous ces mots-là vont changer de forme, ils vont changer de liaison, ils vont changer d'accentuation, ils vont changer de sens. Les racines qu'on pose arbitrairement au point de départ du langage n'ont certainement pas de signification obvie et presque providentielle. Dès qu'on suppose que l'indo-européen, qui est une langue à flexion, qui a toujours été pour nous une langue à flexion, descend d'une matrice monosyllabique, pourquoi pas, alors même qu'il n'a jamais employé de racine nue, c'est pure conjecture que d'en déduire le son primitif ou la fonction expressive d'origine. Les racines qu'on croit simples sont vraisemblablement elles-mêmes dérivées.
Elles sont des produits des stades ultérieurs qui vont venir les redéterminer après coup par simplification phonétique, en les spécifiant, par rétroaction si l'on peut dire. L'articulation vient les nuancer, les adoucir et les transformer. Personne n'en connaîtra bien sûr jamais la prononciation ou le degré initial de généralité. Faut-il que je m'interrompe? Je passe à une petite conclusion, elle n'est pas longue. Je crois que j'ai voulu vous montrer comment ça pouvait fonctionner chez Bréal et qu'il y a là un darwinisme qui est vraiment sincère et pas seulement idéologisé comme on le voit chez Ovlac ou Vincent et tant d'autres. Dans le premier mouvement de réception des écrits darwiniens, l'amalgame des genres entre développement et évolution, dont on a parlé abondamment hier, a brouillé bien des frontières épistémologiques. Devenue science naturelle, la linguistique peut revendiquer l'héritage du transformisme sans s'inféoder, sinon par trahison, et ça c'est du Yvette Conry, et contrebande des concepts, ça c'est du Jacques Lenard, aux thèses de Darwin. Son mode de raisonnement reste ignoré au temps fort des ralliements. La problématique des transferts, Pietro en parlait hier, ne rend pas compte de l'entrelac des situations, des retours et des tours, auxquels s'appliquerait mieux ici l'image lacanienne de l'anneau de Mobius. Vous savez, c'est cet anneau qui est bidouillé de telle manière qu'il forme un cercle, mais qu'il se retourne incessamment sur lui-même. La linguistique dite naturaliste est du même ordre. Bréal ne tient pas Auguste Schleicher pour un darwinien sincère ou cohérent. Il le campe d'ailleurs dans bien des écrits plutôt en disciple de ce qu'il appelle l'école mystique. Il dit c'est un prêtre défroqué. Son idée de décadence lui paraîtra toujours réversive de toute logique sociale. Les langues sont parfaites dans la préhistoire. Puisque le langage émane de l'homme, la grammaire comparée, s'il faut choisir, ce n'est pas une science naturelle, c'est une science historique. Ce grand partage ne fait pas pour autant de Bréal un adversaire de Darwin. Bien au contraire, j'ai tenté de le montrer. Il n'en bannit que le travestissement politique, le social-darwinisme, la guerre des langues et toutes les prétentions territoriales qui s'y attachent, la vision raciale aussi qui voudrait que le langage s'incarne curieusement dans l'histoire sans en paraître le produit réel. Le principe sélectif de parcimonie que fait jouer Charles Lyell, qui va régler la communication humaine en l'appropriant à ses fins, lui suggère d'autres pistes qui sont, à mon idée, autrement fécondes. Bréal a aussi initié Saussure. Sans en faire affichage doctrinal, sans slogan ni caricature, le linguiste prolonge la grande conviction darwinienne et dans le même sens relatif, c'est-à-dire relationnel. J'ai montré, résume-t-il en 1997, que l'histoire du langage, à côté de changements poursuivis avec une rare conséquence, il y a des opiniâtretés, présente aussi quantité de tentatives ébauchées et restées en chemin. L'organicisme a donc le tort de nous dispenser de chercher les causes véritables. Je vous remercie.